17h18. Notre invité, c'est Guylaine Fontaine, agente immobilière à Fort Lauderdale. Bonjour, Guylaine! Bonjour, bonjour! Qu'est-ce que tu fais à Québec, matin? Ben là, je sais pas, je me pose la question avec la température. Donner ça par exprès, tu vas nous dire qu'à l'année... Ça me manque, j'avoue. Donc, tu fais affaire avec des Québécois. Faut commencer du début. Ton histoire est quand même pas banale. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui t'a amené en Floride? Ça fait combien d'années t'es là? Commençons par le début. Là. OK, ben moi, ça fait 11 ans que je suis là. J'ai travaillé pour la maison Burks pendant un petit peu plus d'une décennie, au bureau chef à Montréal, étant représentante aux ventes dans le domaine corporatif. Ensuite, achat de bijoux pour les 38 magasins au Canada. En 2003, Burks a acquis la chaîne Mayors aux États-Unis et avec un bureau chef en Floride. Ah! Donc, le transfert très... T'es allé par la job au début. Exactement. Et puis, bon, choses ont fait que à la longue, je me suis comme un petit peu recyclée dans l'immobilier. Mais l'immobilier, quand je suis arrivée, moi, en 2003, en Floride, c'était un marché... en effervescence fou. C'était assez incroyable ce qui se produisait. On construisait beaucoup à l'époque, en 2003? On construisait, mais les gens achetaient, revendaient. C'était des flips, comme on dit. Et l'argent était très facile à emprunter. Comme vous avez entendu, le système bancaire et tout ça, qui a finalement tout crashé là, plus tard. Donc, moi, j'ai... Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Qu'est-ce qui t'intéressait dans le monde immobilier? Moi, j'adore. Parce que t'étais dans les bijoux, c'est pas plate, là? Ouais, c'est pas plate, mais j'aime tout ce qui est immobilier, tout ce qui est maison. Là, je m'intéressais à ça. Okay. Et tranquillement, pas vite, tout le monde me disait, ben, coudonc, Guylaine, tu devrais prendre ta licence. Tu suis fais ça, les cours, puis tu pourras continuer. Oui, c'est ça. Alors, en 2007, quand le marché était en déclin, en pleine chute, t'as-tu m'embarqué là-dedans? Ben, voilà, c'est le bon temps. Alors, c'est ça. Mais c'est toujours le bon temps quand on arrive à faire quelque chose, je pense, dans la vie. Bon, oui, quand tu prends une décision. Mais Guylaine, ton intention, c'est de rester là. Il n'était pas question que tu reviennes au Québec. Toi. Non, c'est ça. Depuis 2003, là, tu dis, bye bye, ciao, bye, les hivers, je peux m'en passer. Exactement. Moi, je suis arrivée là avec mon mari à l'époque qui était américain. Donc, c'était plus facile pour moi au niveau du green card et tout ça. Et bon, maintenant... Maintenant que tu as eu ce que tu voulais, tu l'as donc plus. Non, pas du tout. J'ai rien de mauvais à dire à son sujet. C'est un homme fantastique. Mais la porte ouverte. Oui, c'est ça. Mais je comprends. Donc là, tu as dit Switch en 2007, on fait des cours. Et après ça, tes premiers clients, tu les recrutes comment en étant en Floride? Ben, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Au début, on m'a approché. J'ai eu de la chance d'avoir des listings. La Floride, c'est un État qui a beaucoup d'immobilier très cher. Mon premier listing est 1,3 million de dollars. Alors, j'ai dit, bon, ça part bien, là, tout ça. Super. Qui s'est vendu rapidement. Mais ensuite, de bouche à oreille, les gens ont su que j'étais ici. Et puis, j'ai commencé avec des clients québécois. Et les premiers clients, ils voulaient quoi? Ils voulaient acheter en Floride? Écoutez, je me souviens pas. Oui. C'était quelqu'un qui a eu mon nom de quelqu'un, que j'étais là, et puis bon, il voulait acheter un condo sur le bord de la mer, et puis lui, il m'a référé d'autres mondes. Et puis la business de real estate, de toute façon, c'est toujours par référence. Et là, ça a fait de boule de neige. Et ma clientèle, à 99%, je vous dirais, c'est des Québécois. Et c'est seulement de la référence d'un autre client. Fait que tu peux très bien gagner ta vie. As-tu même des gens qui travaillent avec toi? Non, tu es capable de travailler seul. Actuellement, je travaille seul. C'est un one-man band, comme on dit. T'es en tournée mondiale, t'arrêtes à Québec. C'est ça, mais là, ça risque d'être un petit peu plus occupé. Mais non, à date, ça gère bien. Je suis seule. J'ai des fois de l'aide qu'on T'as pas besoin de faire bien de la pub, je comprends bien. Ceux qui sont tes clients, qui ont été tes clients, parlent de toi. J'ai pas fait de pub à date. C'est vraiment le début de ma publicité, de venir parler du marché floridien ici au Québec. C'est vraiment le début parce qu'au début, je sais pas... Tu commences en 2007, puis là, on est rendu en 2014. Tu as vécu, donc, 2009, 2007-2008, c'était déjà problématique, là, mais comment tu décrirais l'évolution jusqu'à aujourd'hui, là? Est-ce que ça a été vraiment plus lent qu'on imagine dans la période fin 2000, ben moi, début 2010? N'oubliez pas que c'est aussi un apprentissage du métier. Alors, c'est assez intéressant d'être dans cette période-là, où est-ce qu'on avait beaucoup de foreclosure, de reprise de banque, autrement dit, de short sales, et ça, de tout comprendre ça et d'expliquer ça aux clients qui arrivent, parce que de tout démêler ça, ça peut être quelque chose de
c'est assez compliqué, surtout quand on achète dans un marché qu'on connaît pas. C'est assez intéressant de voir ça. Là, tu as parlé de deux choses. Je suis pas sûr que tout le monde comprend ce que tu veux dire. C'est un terme. Quand tu dis short sales, ou quoi? Reprise de finances, donc reprise de banque. Après le processus short sale, quand les gens sont en déficit, autrement dit... Sauf qu'il a payé, il donne les clés. C'est un peu ce qu'on dit? Non, le short sale, c'est avant de faire ça. Autrement dit, c'est quand ils doivent plus sur leur hypothèque que de la valeur de la propriété. Parfait. Donc, ils peuvent faire un processus à la renverse et dire à la banque, écoutez, je suis en péril financier, aidez-moi à vendre ma propriété. Si vous prenez un déficit, on peut prendre le déficit ensemble. On peut s'arranger pour essayer de vendre la propriété. Faire quelque chose avec ça. Avant que je donne les clés, dans le fond. Oui, parce que la banque, en fait, leur business, c'est pas d'immobilier. Là, ils veulent pas trop de n'avoir ces affaires-là. Exact. Je comprends. Alors, ils collaboraient avec les gens pour essayer c'était ça le processus. De stimuler la vente. Short sale. Là, il y a à ce moment-là, il y a des deals, là. Ça, je comprends. Oui pas et toujours. Non. Là, ça a compliqué un peu, là. On peut ça prendrait peut-être une heure comment s'expliquer tout ça. Pas toujours des deals, c'est ça que tu veux dire? C'est pas toujours des deals en bout de ligne parce que pour débuter le processus short sale, il faut montrer un péril financier. Donc, pour se qualifier pour un short sale, il faut arrêter de payer ses frais communs. Alors, quelqu'un doit les payer, ces frais communs-là. Les associations ne disent pas, c'est beau, ça vous coûte plus rien. Ça va pas bien, toi, arrête de payer. Fait que le prochain acheteur, donc, doit payer ça. OK, je comprends. Alors, fait que tu laisses comme quelque chose, des traces puis de la poussière, comme on dit. Oui, alors, c'est toujours une petite surprise. Mais tout ça, c'est tout ce processus de short sale-là, que les banques étaient pas équipées pour dealer avec ça, ont finalement, se sont améliorées. Là, bon, évidemment qu'il y en a beaucoup moins qu'il y en avait. Okay. Le cliché qu'on a, nous autres, Guylaine, quand on pense à la Floride, on pense à des gens, les plus jeunes, 50 ans, puis les plus vieux, 85. C'est-tu une clientèle plutôt âgée, ceux qui achètent? Non, je vous dirais que même ça se rajeunit. Il y a un sondage qui est sorti, je pense qu'il y a 1 an ou 2, qui disait qu'un Canadien sur 5 considère acheter une propriété en Floride et que de plus en plus, les gens où est-ce qu'ils achetaient des propriétés pour se retraiter, les achètent d'avance maintenant. Pour y aller, OK. Les achètent d'avance pour y aller, mais aussi pour plus tard. Ils ont une vision d'investissement pour plus tard. Alors, ils se disent, OK, les prix sont bons, ils veulent saisir ça, le dollar, bon, c'est sûr que là, vous en avez perdu un petit peu, mais rentabiliser ça, dire, moi, je vais prendre ma retraite dans 10, 15 ans, mais je vais acheter maintenant et je vais le louer parce que le marché locatif... Le modèle locatif, es-tu bon? Est en feu. Alors, tous les exemples que j'ai pris, disons que je prends un édifice, là, et je dis, dans l'année dernière, là, tu vois qu'il y a 30 unités dans ce building-là qui se sont louées et actuellement, il y en a 2 de disponibles. Alors, ça vous démontre la demande. Ça loue à la semaine ou au mois? Quelle sorte de location? Souvent, c'est plus à l'année. Hein, OK. Oui, à l'année pour avoir quelqu'un de plus stable. Et les édifices ont des règlements partout pour empêcher que ça devienne trop transient. Là, c'est quand même pas des hôtels. Ça peut déranger les gens autour, je comprends. Les résidents permanents. Il y a une clientèle, donc, aussi, je comprends bien qu'il y a des clients qui veulent pas acheter, mettre l'équité d'une maison vendue ou n'importe quoi, ou de l'argent qu'ils ont eu, mais qui vont louer pour une année. Est-ce que c'est un meilleur deal, tu penses, ceux qui louent pour un an par rapport à ceux qui louent à la semaine? En général, actuellement, à cause du déclin des banques et de tous les gens qui ont fait défaut sur leurs prêts, ces gens-là ne se qualifient pas pour des prêts. Alors, ils doivent louer. Vous voyez, tous ces gens-là qui ont... Très bien, c'est une problématique. T'as pas les moyens d'acheter. Finalement, tu te rabats sur la location. Est rendu très mauvais. Alors, là, les prix des locations sont très, très hauts. Parce que la demande est très, très forte. Fait que ça pousse les prix à la hausse. C'est quoi le marché? On a souvent dit, le gros marché, ce qui se construisait quand on allait à Fort Lauderdale, les tours partout, c'était des condos. Est-ce que c'est des condos, ce qu'on appelle appart, souvent, des appartements aux États-Unis, là, mais condos, appartements sont, ou pour vous, c'est-tu des maisons principales, des maisons? C'est, je vous dirais qu'à 70% dans les transactions faites par les Québécois, c'est des condos qu'ils achètent. OK. Très peu de maisons unifamiliales parce que c'est plus facile de mettre la clé dans la porte et de s'en aller au Québec et d'avoir l'esprit tranquille. C'est plus simple. Donc, les gens préfèrent la formule condo. Y a-tu des secteurs de prédilection? Ça me semble évident, mais en même temps, je sais pas si le cliché qu'on a d'ici est le même. C'est-à-dire, proche des grands centres, proche des autres Québécois. C'est quoi les critères que les Québécois te demandent à toi? Les Québécois, si on regarde la température à l'extérieur, aiment beaucoup la plage, le soleil. Près de l'eau, ça demeure vendeur. La plage, c'est là que les prix sont les plus chers. On a beaucoup de golfeurs aussi qui veulent venir et là à Pompano, il y a Club Links qui a acheté un terrain de golf là-bas. Alors c'est plus facile pour les gens qui ont des memberships
pour venir jouer au golf en Floride, des collaborations qui se font plus facilement. Mais les Québécois, on est pas mal partout, je vous dirais, dans le sud de la Floride, de Miami à Palm Beach County, là, Jupiter et tout ça. Là. Est-ce qu'ils ont tendance à se ghettoiser, les Québécois, à être contents d'acheter quand il y a d'autres Québécois? Parce que c'est pas tout le monde qui maîtrise la langue, malgré ce qu'on pense. Fait que, est-ce que c'est une chose que tu vois? Moi, je vais acheter quelque part où il y a des Québécois. Peux-tu te demander ça? Non, moi, je trouve que les gens vont... c'est moi, ça serait le contraire. Ouais, c'est ça. J'ai un peu des deux, vous voyez. J'ai un petit peu des deux. Il y a des gens qui veulent pas être trop dans des masses de Québécois. C'est ça. Puis d'autres qui... donc c'est les deux côtés. Il y a un peu des deux, ouais. Puis souvent, les gens, quand on va dans des condos, mes clients me disent, ils regardent le board où est-ce qu'il y a les boîtes à mal pour voir les noms. OK, c'est trop québécois ou francophone. Non, puis il y en a qui aiment ça, là. Il y en a qui recherchent ça parce qu'ils se sentent, je sais pas, peut-être plus sécurisés. Quelqu'un qui va acheter. Toi qui nous entends, moi je regarde ça, là, finalement, je voudrais acheter en Floride. Qu'est-ce qu'il faut savoir que les gens savent pas? Dans le fond, c'est peut-être plus compliqué ou qu'il y a des... Dis-moi un peu l'ABC, on fera pas tout, mais en gros, là. En gros, les gens sont assez surpris de la simplicité du processus. C'est pas tant de paperasse, c'est ça que tu me dis? La paperasse, c'est plus litigieux aux États-Unis. Alors, on a peut-être quelques pages en surplus sur notre contrat, si vous voulez, qu'au Québec, d'après ce que je comprends. Le processus est assez simple. Il n'y a pas de taxe de bienvenue. Ah. C'est pas mal moins coûteux de fermer une transaction en Floride que celle-là ici. C'est sûr qu'il y a des barres à mettre sur les T puis des points à mettre sur les I, mais quand on est bien entouré d'une équipe, quand on a... parce que moi, mes clients, on peut faire la transaction de deux façons. La fermeture d'une transaction en Floride. Ici, c'est des notaires. Chez nous, c'est des title agents, des agents de titre ou des avocats en immobilier. Moi, je conseille toujours l'avocat en immobilier parce que s'il y a un pépin dans la transaction, et ça arrive, écoutez, on est sous contrat et ça peut arriver. L'agent de titre risque de vous dire, allez vous chercher un avocat. Tandis que l'avocat, vous l'avez déjà, puis la personne, moi, avec qui je travaille beaucoup, ça fait partie de ses tâches. Alors, il n'y a pas de frais de surplus. C'est un frais. Et puis, c'est normal, procédure normale. Mettons que si je t'appelais pour acheter, est-ce que tu me conseillerais de me financer au Québec ou là-bas? Vous pouvez pas vous financer au Québec comme tel sur un bien étranger. Et vous pouvez faire une ligne de crédit ici sur votre maison, sur vos biens. Et ça devient comme un prêt personnel, si vous voulez. Mais Desjardins et NatBank, ceux que je connais, je ne sais pas s'il y a d'autres banques, là, vous m'excuserez s'il y a d'autres banques qui offrent des produits, mais ont des effectifs là-bas qui offrent des produits excellents pour les Québécois à de très bons taux. OK, mais quelqu'un qui est déjà, mettons, avec Desjardins au Québec, est-ce qu'il va avoir un lien avec ses affaires là-bas? Ça va être plus simple à ce moment-là. Mais quand tu dis on peut pas se financer, je comprends pas. Là. C'est-à-dire que si moi, je viens ici à la banque, j'emprunte 300 000, j'arrive là avec un chèque de 300 000, oui, exactement. Donc, ça devient ici, localement, ça devient un prêt personnel pour vous sur vos biens. C'est pas vu comme un prêt hypothécaire. Exactement. Sauf que c'est pas sur le bien de la Floride. On joue avec les mots, là, dans le fond. Je sais pas. Faut parler à votre banquier. Est-ce que les règles de cash down en Floride, c'est comme ici? Nous autres, on dit à peu près 20% pour être capable d'acheter. Est-ce que ça ressemble à ça, là-bas? Les règles je sais qu'ils sont plus sévères avant 2009, là. C'est quoi aux États-Unis? Le fait que si c'est une résidence principale, c'est différent parce que vous avez mais une résidence secondaire, d'après moi, vous pouvez avoir un prêt entre 25 et 30%, ou donc 70% financé. Résidence principale, même en Floride, tu veux dire, si je vendais tout ici, je m'en vais vivre en Floride. C'est ça. C'est de ça que tu parles. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui font ça? Qui sacent le camp complètement? Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça. Mais je pense que vous pouvez pas, parce que vous allez perdre vos privilèges médicaux au Québec. Mais ça, c'est une variable. Est-ce que les gens te la posent? Même si tu vends, t'es agente immobilière, est-ce que les gens te disent, là, comment ça marche? Parce que dans le fond, quand on se réfère à quelqu'un là-bas, tous les services, tout ce qu'on doit savoir, tu sais, à moins que tu me dises ça existe, là, mais souvent des questions doivent te revenir aussi basiques que ça. Hein? C'est ça. Puis si moi je connais pas, si je connais pas les réponses, j'ai toujours certains réseaux de gens à qui je peux diriger les gens. Mais Est-ce que les frais pour les transactions, dans les faits, sont plus chers là-bas qu'ici? C'est moins cher. Beaucoup moins, comme on dit. Par exemple, là, non, mais c'est quoi, les frais totaux, tu dis, l'avocat, tout ça? À peu près 2%. Notaire, là-bas, ce qu'on appelle le title, c'est 850 $. C'est 850 $ qu'ils chargent pour closer la transaction. À quoi ça ressemble, là, dans un moment, nous autres, les taux d'intérêt par les temps qui courent, est-ce que ça ressemble à quoi?
aux dernières nouvelles, environ entre 3,5 et 4%, dépendant de votre... Okay. C'est très bas, là. Est-ce que tu dirais, selon ce que tu sais, toi, c'est Guylaine, hein? Je pense que tu n'as pas changé de prénom depuis le début. Est-ce que... Y a-tu des bons deals, présentement? Mon nom de famille rime, alors c'est facile. C'est facile à retenir? Oui. Guylaine Fontaine. C'est ça. C'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a des bons deals? C'est une bonne période? C'est encore une très bonne période. Moi, je dis souvent ceci pour illustrer. Ouais. Où dans le monde pouvez-vous acheter une propriété sur le bord de la mer au prix qu'on les vend à Fort Lauderdale? Donc, actuellement, en moyenne, 300 $ du pied carré. Donc, pour 1000 pieds carrés, vous pouvez acheter quelque chose sur le bord de la mer à 300 000 $. Okay. On est quand même... Si tu compares au prix qu'il y avait, mettons, jadis pas si longtemps, 15 ans, 10 ans, 5 ans, est-ce que c'est pas mal moins cher que ça a déjà été? Pour le même édifice, mettons, un édifice de Trump ou d'autres qui sont sur le bord de la mer, là, près de la Ewanee, là, c'est-tu des édifices qui auraient, dans un marché très bon, valu 500 000 et qui aujourd'hui se vendent 150 000 de moins? Oui. Ben là, actuellement, disons on revient à peu près aux valeurs je pense qu'on est revenu aux valeurs d'il y a 10 ans, en 2003, quand moi je suis arrivée là. OK. Fait qu'on a reculé, on a monté, puis on est à peu près aux valeurs d'il y a 10 ans. Jusqu'à quel point la crise a ébranlé la Floride? Parce que il me semble qu'on disait, c'est une des places qui a été les plus touchées parce que il y avait énormément de construction des gens qui, avant même, moi j'ai entendu des Québécois qui disaient qu'ils le faisaient, ils achetaient sur papier. Quand ça construisait, avant même, ils revendaient. C'est ça. Sauf qu'ils se sont fait prendre à un moment donné parce que comme ça se vendait plus, là, la banque disait, faudrait que tu payes. Oh! Oui. Ceux qui étaient pas riches, qui faisaient juste jouer à ça, il y en a qui se sont fait prendre des culottes à terre comme pour, là. Oui, tout à fait. Mais là, l'offre, est-ce qu'on a arrêté de bâtir puis on essaie de vendre ce qui s'est pas vendu? C'est quoi l'état des choses? Ouais, c'est vraiment tout vendu, ce qui était resté stagnant et laissé en construction. Okay. Et puis là, actuellement, même la construction a repris. Mais ce qu'on voit de beaucoup, pour ramener à mon point de tout à l'heure du marché locatif, c'est la construction qu'on voit énormément, c'est beaucoup de condos, d'appartements qui seront loués. Okay. Alors, les contracteurs prévoient encore une demande extrême du marché locatif. Est-ce que c'est vrai que les Québécois comptent pour beaucoup dans le marché dans ta job, évidemment, mais juste de ce que tu sais? 2% des ventes. 2% des ventes, c'est des Québécois. Ventes dans le comté, dans mon comté à moi, là où est-ce que je fais tout le... Toi, t'es où, là, exactement? Je fais le sud de la Floride. On appelle ça le Tri-County, qui est le Miami-Dade, Broward et Palm Beach County. Je fais les 3 comtés, mais je suis au centre, moi. Okay. Et à Broward, c'est les transactions, 2% sont des Québécois, de toutes les transactions annuelles. On disait qu'en Floride, les Russes sont en train de tout acheter. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, avant c'est vrai, hein? Plus au sud. Ouais. Plus au sud, mais c'est vrai. Ça avait l'air d'une blague, mais je disais, les Russes ont beaucoup d'argent, des gros conglomérats, qui achètent eux autres en quantité. C'est une réalité. Ils viennent, comme ils disent, parker leur argent en Floride. Là, il y a des gens qui paniquent parce qu'ils t'entendent puis sont intéressés, ils veulent avoir plus de détails. Faites-vous en pas, tu dois avoir un site Internet, je peux pas croire. Oui, GuylainneFontaine.com. Mon Dieu, c'est bien simple ton affaire. Oui, c'est simple. C'est extraordinaire. Donc, Nico va mettre ça sur la page de Gilles, sur gillesparent.com et sur fm93.com. Le time sharing, là, c'est l'arnaque qui nous fait perdre 2h15, mon là. Dieu Seigneur, ouais. Comment on peut être sûr que c'est pas ça, là? Mettons, tu me donnes un conseil. Là. Ben, je pourrais pas vous dire parce que... Non, mais tu connais le principe, là? Oui, je connais le principe. Il y en a pas beaucoup dans mon coin. Il y en a, je pense qu'il y en avait à un moment donné une effervescence de ça, mais non, c'est pas vraiment une... Dans les questions, ça va être ma dernière question, les questions weird des Québécois, des inquiétudes des Québécois, c'est quoi? Souvent. Parce que qu'on connaît pas ça, tu sais. Toi, t'es là, mais nous autres, on n'est pas là. Mettons, je vais acheter. Moi, je me fie sur toi. Les gens croient souvent que c'est plus cher de taxes pour eux qu'un Américain. Et en fait, c'est pas ça. C'est qu'en Floride, ton compte de taxes sur la propriété est basé sur la valeur. Et les résidents permanents ont droit à une exemption de taxes qui s'appelle le Homestead Tax. Okay. Et tous ceux qui ne sont pas résidents permanents, que ce soit des Québécois ou des Américains, si c'est pas votre résidence primaire, vous n'avez pas droit à ça. Alors, votre compte de taxes montait avec la valeur de la propriété. Mais en 2008, il y a une législation qui a passé qui a fait que, parce que la nature de la Floride, c'est une résidence secondaire. Hein, pour la plupart des gens. La plupart des gens vont se retraiter. En tout cas, donc. Et
pour protéger ces gens-là qui étaient en résidence secondaire, pour protéger leur taxe de ne pas augmenter en fou comme dans le marché quand que les valeurs de propriété ont augmenté en fou. Il y a une législation qui a passé qui gèle ce taux-là comme à 10%. Okay. Les résidents permanents sont gelés à 3% avec le homestead et les non-résidents à 10%. Donc, il y a une protection qui n'était pas là avant 2008. Ça, c'est une bonne affaire. C'est une très bonne affaire, oui. Parlant de bonne affaire, on peut en faire encore avec vous. Donc, on va contacter Guylaine Fontaine. Ça rime, elle l'a dit. C'est pas plus de détails, là, tu vas avoir des appels, là, tu vas avoir des courriels, tu sais ça? Excellent. T'es content on est ça? prêt. T'es prête à travailler? Oui. On est prêt. C'est peut-être la plus jeune que j'ai vue ici, c'est-à-dire comme agente immobilière, mais un snowbird assez jeune quand même. C'est impressionnant. Quel âge est arrivé là-bas? Je sais que t'es encore très jeune. Là, mais... je le dis pas, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Ah, ça fait 11 ans, ça c'est bon. J'étais très jeune. Mais t'es encore très jeune. Voyons donc, Guylaine. 17h39.